Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Alvé. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cécile et merci de m'inviter, ça me fait très plaisir. Merci. Alors Jean-Marc, vous êtes artiste peintre contemporain, vous êtes originaire de la ville de Nice. Vous exposez aujourd'hui à travers le monde, donc vous avez eu plusieurs vies. On ne va pas en parler de toutes aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous avez à votre actif aujourd'hui plus d'une quinzaine de solo shows aux États-Unis depuis 2005, de New York jusqu'à Miami. Vous êtes aujourd'hui présent dans des collections permanentes de différents musées et fondations en outre-Atlantique. Tout cela a commencé en Amérique du Sud, où après une vie précédente terminée, vous avez découvert la culture au Nicaragua et une envie irrépressible de peindre. Donc, vous vous mettez à peindre, vous avez un restaurant à ce moment-là, vous découvrez cette culture, vous avez envie de peindre, vous êtes dans ce restaurant et puis vous faites une rencontre absolument fantastique. Donc là, je vais vous laisser la parole parce que quand vous me l'avez raconté, je pense qu'il y a peu de gens qui vivent des rencontres qui donnent un virage à leur vie si important et qui leur permettent véritablement de commencer une nouvelle vie. Donc, vous êtes perdu au milieu de la jungle avec ce restaurant et qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. C'est un moment, en fin de compte, un moment charnière, mais on le voit, on voit ça après. C'est-à-dire, c'est un moment où j'ai un restaurant, où je suis en grosse dépression. Je viens de trouver la peinture, c'est ce qui m'aide un petit peu. C'est une thérapie. Je peins mais je peins pour moi. Je suis complètement. Je pense pas que je suis un artiste, etc. Je suis complètement à part. Je sors de la cuisine, je vais dans mon atelier, je passe des heures et je suis en train de. Au départ, je jette un petit peu l'eau noire, tout ce qui Oui. me tout ce qui me faisait du mal à l'intérieur, tout ce qui me bloquait, et sans aucune prétention, sans jamais penser à un seul moment que j'étais un artiste. C'était juste vraiment, ça me faisait énormément de bien. Et donc, à un moment donné, moi, je prends ces peintures, je peignais énormément, je peignais entre 12 et 14 heures par jour sans m'arrêter, à part le moment où j'étais en cuisine, c'est-à-dire au moment du service, le midi et le soir. Et je mets ça sur les murs, pour voir un petit peu la réaction des gens, je mets ça sur le mur du restaurant et une dans les toilettes du restaurant. Et je me dis comme ça, ils seront obligés de la regarder. Et, et donc, je regarde les gens, je regarde un petit peu leur réaction, et c'est vrai que c'était des réactions qui étaient quand même assez mitigées, parce que c'était quand même des choses assez fortes, puisque c'était les choses que je sortais qui me gênaient à l'intérieur. Enfin bref. Et un jour, un serveur m'appelle et me dit, il y a un monsieur qui est intéressé, qui voudrait savoir quelque chose sur les peintures. Donc j'arrive, et je lui dis, bonjour. Il me dit, mais vous avez acheté ça où? Je dis, je ne l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, on part dans le petit atelier que j'avais sur le côté, je lui montre les peintures, etc. Puis moi, je me demandais, mais j'étais déjà assez étonné qu'il soit autant intéressé par ces peintures. On revient dans le restaurant, quand on arrive, il me dit, mais vous avez déjà eu une expo à New York? Et moi, ça faisait 2-3 ans que je peignais. C'était vraiment comme… Oui, vous n'avez pas fait d'école Non, aucune d'art. école. Non, mais moi, c'était vraiment quelque chose de libérateur, quelque chose C'est qui ça. enlevait cette balle de tennis qui est en train de m'étouffer. Alors, elle partait sur le moment quand je peignais et elle revenait. Donc, il fallait que je reprenne le pinceau pour la sortir. Donc, il me dit, alors, vous avez déjà eu une expo à New York? Moi, je le regarde. D'abord, je pensais qu'il Alors, on met s'était… dans le contexte, vous êtes dans la jungle au Nicaragua, en Oui, plus. voilà, dans Voilà, un c'est petit ça. village, au fond d'une salle de restaurant. Voilà, c'est complètement improbable. Ça fait 3 ans que je peins. Surréaliste. Oui, complètement. Mais les mecs qui me disent, est-ce que vous avez déjà eu une expo à New York? Déjà, je regarde, j'ai une expo à New York. J'ai dit, non, la seule expo que j'ai eue, excusez-moi l'expression, c'est sur le mur ici et dans les chiottes. Et donc, il me regarde et il me dit, vous en avez une. Et en fin de compte, c'était un galeriste de New York qui était entre Chelsea et Village, et qui avait une petite galerie et qui avait décidé de me faire un solo show. Moi, c'est-à-dire que ma première expo a été un solo show à New York. Extraordinaire.
Ah ben non, mais c'est fou. C'est complètement fou. Moi, sur le moment, je dis, il y a une arnaque quelque part. C'est C'est pas ça. possible. Le type va me demander de l'argent ou il va. C'est pas possible. Et en Il va fin vous de demander compte, de payer des frais, il va vous sortir la oui, facture à un oui, non. moment Et puis, donné. alors, voilà, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et en fin de compte, non, pas du tout. Je me retrouve, donc c'était au mois de mai, au mois de juillet, je me retrouve à New York, en train d'installer avec le galeriste et son assistant de faire la scénographie de l'expo à New York, quoi. Donc j'étais complètement. Donc là, vous me racontiez que vous vous sentiez en plus complètement illégitime à ce moment-là, c'est-à-dire que Oui, oui, les gens oui. venaient voir vos toiles, venaient vous parler et limite, vous vous cachiez. Ah ben oui, oui, mais moi j'avais honte. Moi j'ai dit, c'est une arnaque, c'est une arnaque. J'ai dit, Vous êtes ça c'est le un naturel. usurpateur, vous vous sentiez Ah oui, oui, ça c'est usurpateur. naturel, il revient au galop, quoi. J'étais là, je me disais, moi d'abord je pensais pas bon, je m'en servais comme d'un outil, la peinture, vraiment, hein. Je m'en Une servais comme thérapie, un une outil thérapie, un thérapeutique. outil pour m'aider. Mais je me sentais pas du tout légitime Mhm. dans l'habit, on va dire, de l'artiste. Voilà, pour moi, j'avais un stéréotype dans la tête, c'est les beaux-arts, il faut une école, etc., Voilà. etc. Moi, à l'école, j'étais nul en dessin. D'ailleurs, les mauvaises langues disent que ça se voit sur les peintures, mais c'est souvent mes potes. Mais, euh, mais voilà, donc voilà, j'avais tout un schéma dans la tête qui est complètement faux, puisqu'en fin de compte, dans l'art, il y a des tas de chemins, on peut y aller, il y a des passerelles, il y a des raccourcis, voilà, et puis après, c'est une boulimie et beaucoup de travail. Mais bon, moi, sur le moment, j'étais là, puis alors, il y a je me rappellerai toujours, on était en train d'installer un type rentre, Mhm. et c'est en fin de compte un producteur de télévision, alors c'est quand même. Oui. Voilà, et moi, j'avais jamais vendu de peinture. Déjà, leur demander $50 pour une peinture, je trouvais ça déjà extrêmement. Enfin, c'était trop pour moi. Mhm. Et le type donc avait mis les peintures à 2005, Mhm. c'était le prix New York, voilà, etc. Galerie, et le type achète. Et Mhm. là, sur ce moment-là, moi, je me dis, je vais me faire arrêter. On va m'arrêter, c'est Je suis un voleur. pour faux usage de faux. Et le type vient, me dit, mais alors vous avez toujours peint et tout ça. Et moi, là, ça, c'était normal, c'était Et le, oui, ça, le, ah oui, j'adore ça. le Oui, petit allez-y. mensonge du début. Moi, je n'osais pas dire, non, mais non, ça fait 2 ans et demi Je que je viens dans un peinture restaurant du que je peins Nicaragua. sur lui derrière une cuisine de restaurant. Donc, Voilà. je lui dis, mais ah oui, depuis tout petit. Depuis tout Vous petit. inventez un personnage à Ah ce oui, je moment-là. m'invente un truc, mais je ne l'ai pas fait longtemps, ça. Je l'ai Mm, fait une expo et l'expo d'après. mm. Euh, Puisqu'après, à ce moment-là, je rencontre, c'est-à-dire que lui m'a permis de rencontrer ma famille new-yorkaise, Alors oui, mes amis qui sont restés maintenant et je travaille toujours. Malheureusement, mon ami Bob Hogg est parti, mm, mais bon, il est toujours là, il est toujours présent. Mais voilà, c'est vraiment ma famille, c'est Marina Adley, Sébastien Aurillon et Bob Hogg voilà, qui sont ma famille. Si vous voulez, cette expo, cette première expo m'a permis de rencontrer cette famille-là et elle mhm. m'a lâché jusqu'à maintenant, puisque Voilà, là, depuis 2005, hein, donc. voilà, oui, depuis 2005. Et ça faisait 3 ans c'est complètement fou. Moi, maintenant, sur le moment, je me disais toujours, pince-mi et pince-moi sur un bateau. Je me disais, c'est pas possible. Il y a un truc. Il y a Il y quelque a. chose à un moment donné Ouais, ouais, qui ouais. va Et puis en s'écrouler même dans temps, tout après, ça. j'ai appris que dans la vie, il y a plein de signes. Alors après, Mm, on n'y croit pas, ça, chacun fait comme il veut. mhm. Mais il y a des signes, et c'était, je crois, c'était des signes une espèce de lumière verte qui me disait, voilà, continue. Oui, Euh, bien, je pense que vous avez le regard de ces personnes-là qui vous ont ben, aidé tu sais, et qui vous ont ouais, légitimé dans ce que vous faisiez et qui vous ont oui, permis tout à fait. d'avancer. Tout à fait, mais c'est quand même de sacrés signes, c'est quand même de sacrés trucs qui arrivent. Je veux dire, c'était complètement improbable, et comme vous disiez, surréaliste, qu'un type rentre dans le restaurant, enfin, qu'un type rentre dans le restaurant qui est quand même au fond, enfin, bref, dans un petit village en Amérique centrale, etc. Et puis que je me retrouve à New York et que je rencontre après ces gens-là. Mais une des plus belles choses qui m'a, le signe, pas le signe, Oui. la chose qui m'a vraiment fait réaliser qu'il fallait que je continue, même Oui. si je l'avais là, j'avais au plus profond de moi, je savais il n'y avait pas d'autre chemin. Mhm. Mais
ça m'a conforté dans la chose, c'est que pour la première fois de ma vie, au moment du vernissage de la première exposition, Oui. et après ça s'est bien sûr ça s'est Confirmé. reproduit et ça continue même aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a jamais changé. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je me sentais beau dans le regard des Ah, autres. c'est joli. Et beau, pas physiquement, que Non, non, j'avais des choses j'ai belles, compris. voilà, que j'avais des choses belles à donner, des À choses donner. Vous à donner. procuriez Et du bonheur aux voilà, gens et du plaisir, et une qu'eux m'en émotion donnaient. positive. Voilà, et qu'eux m'en donnaient. C'est-à-dire que dans le regard, ils me rendaient, c'était un miroir, ils me rendaient ce que je leur donnais sans le savoir. Mm, mm. Et c'était la première fois que j'échangeais vraiment d'humain à humain, on va dire, entre deux êtres humains, qu'il y avait un échange qui était complètement dépourvu d'autre chose pas de beauté, de l'amour, quoi. Il y avait Mm. l'intérêt de l'amour, quelque chose de net, de franc, de passage. Il y a un passage, il y a un échange, et ça, c'est quelque chose que Vous aviez trouvé votre place et oui, ce j'avais connu pourquoi. avant. J'avais connu avant. On a toujours en avance avec un masque Mm. en permanence, Ah, parce les que masques, il y en a beaucoup dans vos peintures. Hein. oui, exactement. Puis, ah oui, oui, là, en ce moment, en plus, je fais un travail avec un philosophe qui s'appelle François Birimbaud. On est en plein, Oui. moi, je fais un petit aparté. On travaille sur un diptyque et sur un texte à lui sur justement les masques. Et ces masques, on les porte, on est obligé de les porter parce que c'est Mm. pour le travail, on peut pas être. On se protège, on croit qu'on se protège, on fait des murs autour de nous, on se dit on ne laisse pas passer parce que sinon les gens en profitent. Et en fin de Mhm. compte, on a tort. Parce que c'est en fin de compte, c'est quand vous savez, vous mettez une graine et vous mettez un mur autour et vous l'alimentez pas avec de l'eau, ce qui serait un peu l'amour et le partage, Mhm. il n'y a rien qui pousse. Et Mhm. c'est ce que j'étais, moi, devenu, ou alors un espèce de petit cactus entouré d'un grand mur, mais en train de mourir. Donc, la peinture, ça a ouvert les portes, les rencontres, et ça m'a redonné confiance en moi. Ah, Et c'est vachement important, ça. Il y a beaucoup si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour plein de monde. Je mhm. dis, ben, prenez des pinceaux, prenez un stylo, écrivez, photographiez, dansez, Ouais. si moi, quand je l'ai fait au départ, j'ai jamais pensé, si je l'avais fait en disant je vais vendre ma peinture, je pense que Oui. voilà, sans dire le mot, j'aurais fait quelque chose de pas très joli. Oui, vous l'avez Euh, fait avec le cœur, avec sincérité, dans la spontanéité, de toute par façon, envie, par voilà, après, besoin. ma peinture, elle sort des tripes. Mm. Il faut que j'en ai besoin. Après, euh, euh, il y a différents courants dans l'art contemporain. Hein. Il y en a qui sont dans d'autres choses, mais moi, je sais que moi, il faut que ça soit l'émotion et les tripes, sinon ça ne marche pas. Alors, pour revenir à votre peinture, elle est grandement inspirée de la culture d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que pour vous, ça a été une vraie rencontre aussi, Et, cette voilà. culture-là. Ben, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que qu'en arrivant, c'est vraiment, ça a été un choc, mais un choc positif pour moi. Je me suis retrouvé au milieu d'une culture, d'abord, c'est vraiment fort là-bas. Tout est fort, Tout est fort. Je veux dire que c'est beau, la beauté, la violence, tout était, intense. voilà, c'est intense. Il n'y a pas de demi-mesure de choses plates, etc. Tiède. Ça va dans ça pète dans tous les sens. Mhm. Et il y a ce mélange maya, etc. Donc, moi, je l'ai pris en pleine face. Oui. Et ça m'a de suite, ça m'a interpellé. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a des choses, voilà, j'ai été attiré de suite. Je ne suis pas parti visiter des temples, des machins. J'ai pas pris des Mhm. bouquins d'histoire. Je vivais vraiment avec les gens de la rue. Oui. Euh, j'étais confronté à, il y a beaucoup de misère Oui. euh, et beaucoup de beauté. C'est ça qui est incroyable. Et des gens avec un sourire alors qu'est-ce qui c'est Alors pas que facile la dureté de leur vie est. de leur vie et leur sourire et ce qui me donnait. Mhm. Ça m'a touché, mais alors au plus profond de moi. Et puis j'ai eu donc j'ai commencé à peindre là-bas. Donc tout ça, c'est un mélange qui est détonnant.
Et à une des premières expos à New York, on m'a dit, parce que je dis toujours ma première expo à New York, c'est parce que je n'en avais pas eu d'autres avant. C'est pas pour faire. Des fois, les types, moi, à New York, j'ai fait une expo. Non, c'est parce que c'était vraiment, c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai rencontré plein de gens, et c'est là où j'ai écouté des critiques qui étaient des fois bonnes, des fois moins bonnes, mais de toujours constructives, qui me disaient c'est très tribal, c'est très maya, et puis moi, je ne comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Parce que je n'avais à aucun moment, je n'étais pas parti visiter. D'abord, au Nicaragua, il n'y en avait pas beaucoup, c'est plutôt vers le Mexique. Mais je n'étais pas plus attiré vraiment par le côté maya. J'étais vraiment attiré par les gens dans la rue, parce que j'ai vécu, moi, gamin, assez tôt dans la rue. Donc, pour moi, c'est une source, voilà, je vais vous dire, d'inspiration. Oui, un des trucs que je faisais très souvent, un peu moins maintenant, c'est quand j'avais une expo, par exemple, une des expos presque des premières, pas la première, mais quand j'ai commencé à travailler avec Monk Dogs Urban Art, qui est devenu maintenant Urban Art, j'ai trouvé un banc dans New York, c'était pas en plein hiver, c'était doit être au mois de juin, et j'ai passé la nuit, j'ai dormi sur ce banc pour retrouver les sensations. Puis d'ailleurs, je me sentais en sécurité. Genève, pareil, j'ai eu une expo à Genève au quartier des Eaux Vives que je salue, qui est un superbe quartier. C'est pareil, j'ai dormi dans la rue. Je reviens à cette culture de la rue, cette culture qui est pas une sous-culture, qui est une culture. Et là-bas, en Amérique centrale, c'est hyper fort. Mais j'étais au Mexique, j'étais partout, je passais une nuit comme ça. Je revenais un petit peu à mon enfance, et en même temps, je prenais des émotions. Il y a de tout. Il se passe des tas de choses. Ça dépend dans quel quartier vous êtes, mais il se passe des choses incroyables la nuit. Si vous avez les yeux ouverts. Et Bourringer disait, c'est beau une ville la nuit. Ah oui. Mais c'est vrai. Ça me fait penser aussi en Inde. Je suis en train de lire un bouquin sur l'Inde, et il y a cette même culture de la rue, de tout ce qui se passe dans la rue, de la richesse de ce qui se passe dans la rue. C'est pas du tout une sous-culture, c'est incroyable. C'est là où d'ailleurs vous voyez, c'est là où tout est intense. Dans l'Amérique centrale, c'est ça, vous commencez le matin, parce que maintenant, bien sûr que maintenant, moi, je suis un homme qui j'ai évolué, on ne change pas, mais on évolue. Moi, je vis beaucoup plus la journée que la nuit. D'ailleurs, sinon, j'aurais du mal à m'occuper de mes filles. Mais même, maintenant, c'est devenu naturel. Mais mais vous avez gardé en vous, en tout cas, la richesse de cet état d'esprit. De la rue. Maintenant, je vais y être plus dans la journée que la nuit, mais elle est dans la journée, elle est aussi intense. Elle est différente, mais elle est aussi intense, et des fois plus encore. Donc, voilà. Donc, dans votre peinture, on retrouve cet amour de la culture, cette culture de la rue. Il y a un côté pop, du coup, pop art aussi. Voilà, oui, inconsciemment. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à peindre, je n'avais pas, entre guillemets, je dis bien sûr, de production artistique. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment été intéressé. Dire, voilà, moi, gamin dans la rue, les gamins dans la rue, les portes du musée, on ne vous ouvre pas les portes en disant « Entrez, jeune homme, on vous attendait, un petit chocolat chaud avec des croissants. » Donc, voilà, j'avais pas vraiment ce truc. Puis, je dessinais, c'était pas trop mon truc, tout ça. Mais comment vous dire, après, j'ai perdu un peu le sens du truc, mais après, il y a une boulimie qui vient. Il y a une boulimie. Et maintenant, moi, les musées, j'y vais, je rentre. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, comme j'avais pas voilà, ça y est, comme j'avais pas cette pollution artistique, j'ai rapidement trouvé mon propre alphabet, mon propre langage. Bien sûr qu'après, il y a eu des influences, puisque quand j'ai commencé, moi, au départ, je faisais du dripping, de l'action painting, je jetais des trucs par terre, je splash. Ça, je trouve ça génial. Ça, je dis à tout le monde, allez-y, prenez un bout de toile, mettez-la au sol, prenez de la peinture liquide, vous en foutez de maison, voilà, qui est pas cher, et vous faites des plages. Alors, vous en mettez de partout, vous sautez à pieds joints sur la toile, vous criez, vous dansez, voilà. Ça, c'est quelque chose de fusionnel et de corporel.
corporelle et de… Alors, je ne vous dis pas que vous allez faire un chef-d'œuvre, mais alors, en attendant, le reste de la journée, ça vaut du yoga, du sport, ça vaut J'adore. mais bon, il faut quand même un endroit pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment un truc que je recommande. C'est ce que je faisais moi au départ. C'était vraiment à ce moment-là que moi je suis dans mes trucs et que je pense avoir découvert un nouveau style de peinture. Il y a un type qui passe qui me dit: oh tiens, tu fais comme Jackson Pollock. Et je dis: Jackson qui? Et puis alors, moi j'y connaissais que dalle. Et je prends, je marque. Et là, je vais sur un petit ordinateur que j'avais et je tape et rencontre avec Jackson Pollock. C'est comme ça que j'ai commencé ma culture. J'ai commencé à apprendre et à connaître des peintres. Donc, après, bien sûr, des influences. On est Bien influencé. sûr. Et surtout, c'est très important. Je dis toujours, quand je vais par exemple dans les musées, je vais à New York, j'en profite, je vais à Londres, j'en profite, c'est vraiment, c'est un puits, voilà, je compare toujours un peu les peintres, les maîtres d'avant, etc., à des savants. Moi, je ne dirais pas que je suis un savant, mais ils ont travaillé sur des choses, ils ont travaillé sur l'énergie, sur le trait, tout ça, c'est un travail puissant. Il faut pouvoir… S'en servir. Bien sûr. S'en servir pour faire son propre trait ensuite. Son propre travail. Comment ne pas s'en servir? Ça serait jeter tout ça à la poubelle. Bien sûr. Alors, s'en servir, ça ne veut pas dire copier. Oui. S'en servir, moi, j'avais un exemple très, très simple. D'abord, comme je vais dans les musées, je fais toujours sonner les alarmes parce que je sens… oui. J'adore, allez-y. Je mets les mains en arrière, mais je m'approche parce que je pense que surtout pour les peintres, je ne peux pas parler d'autre chose parce que je connais pas. Il y a des choses que je connais pas, je veux pas, voilà. Mais la peinture, ça fait maintenant 20 ans que j'y suis. Pour moi, le message, l'énergie et le travail se passent par le geste et le trait. Donc, j'étais sur un tableau de Modigliani, je regarde ce tableau, et pour moi, ces peintres-là, qu'ils soient connus ou pas connus, donnent des clés. Oui. Ils donnent des clés. Pour moi, ils donnent des clés aux gens. Alors, c'est des clés qui peuvent vous ouvrir des portes pour que vous compreniez mieux, des clés pour la vie et des clés pour le travail. Et en tous les cas, pour mon travail à moi, mon travail intérieur, mon évolution, et qui passe automatiquement par la peinture, qui est cet outil. Et j'ai vu sur le coin d'un tableau, c'était pas un truc, un geste. Ouais. Qui me donnait une vision. Une impulsion. Voilà, et puis une clé en plus pour ce travail de liberté et de contrôle, de liberté et de contrôle que je recherche en moi et dans ma peine, et qui n'est pas évidente. Donc voilà, voilà, là, on est un peu parti, on est parti dans les musées. C'est tellement non, mais il y a tellement de belles choses à raconter, mais c'est voilà. effectivement très très joli de pouvoir raconter aussi, voilà, ce moment-là où le trait entre la liberté et le contrôle et ce dont vous pouvez vous inspirer chez certains artistes du travail des anciens sur ce travail-là. Alors, j'aurais aimé que vous me parliez aussi de votre rencontre amoureuse cette fois. Donc, vous êtes revenu donc, du Nicaragua il y a 2 ans, c'est ça, il me semble. Vous êtes venu vous installer dans le Var. Et puis, vous rencontrez à nouveau quelqu'un que vous aviez donc perdu de vue. Ah oui, perdu de vue depuis 25 ans. C'est-à-dire que je reviens, moi, avec mes filles. Et donc, je prépare une expo avec Claude Guénard et Charlie Couture sur Cavalère. On en avait d'ailleurs fait une avec Charlie. On avait fait une expo à New York qui s'est très bien passée. Donc, on voulait reproduire un peu ça sur Cavalère. Donc, voilà, bref, je prépare une expo. Et puis
En revenant, moi, j'avais toujours des papillons quand je repensais à une personne avec qui il ne s'était jamais rien passé, mais qui était à l'époque avec quelqu'un. Puis moi, j'avais ma vie, c'était une vie un peu plus folle et puis rapide. Et puis je partais après, je partais pour Miami, puis après Miami, je partais pour l'Amérique centrale, tout ça. Puis j'ai disparu complètement pendant 20 ans. D'ailleurs, elle pensait, et mes copains aussi, mes amis, pensaient que j'avais disparu, j'étais mort. Et donc, je la revois là-bas à l'expo de Charlie Lee et Claude Guénard. Oui. Et, et puis, c'est 25 ans après, les mêmes papillons, les mêmes choses. Donc, voilà, c'était important que je le dise parce que c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment très important de ma vie où je suis arrivé en Amérique centrale, où cette de culture, l'Amérique centrale, le Nicaragua surtout, m'a donné toutes ces bases-là, m'a donné mes filles, m'a donné la confiance en moi, etc. Et je pensais vraiment que ça allait être la partie jusqu'à la fin de ma vie. Et en fin de compte, il y avait quelqu'un qui vous attendait, entre guillemets, ici, pour pouvoir entamer encore une nouvelle vie. Une nouvelle vie, entre guillemets, mais celle-là, celle-là, elle n'est pas comme les autres, puisque là, j'amène avec moi la peinture. Bien sûr. J'amène avec moi une partie d'Amérique centrale qui va rester en moi pour toujours. Il y a mes filles qui sont nées là-bas, tout ça. Et cette partie-là, maintenant, s'enclenche avec une autre partie qui est j'allais dire une belle rencontre, mais c'est une re-rencontre avec une belle personne qui… Et puis, on a des projets, on va travailler ensemble. Il y a une expo sur Monaco, il y a une expo dans le sud, à la Villa Aurélienne à Fréjus. Il y a un truc à Paris qui est en train de se monter. Il y a il y a un livre à New York. Enfin, voilà, je ne vais pas non plus tout divulguer, mais il y a plein de belles choses. C'est-à-dire que d'un coup… tout s'enclenche, c'est un passage, plus qu'un changement de vie, c'est un passage, et puis là, je ne suis pas seul. Et donc, c'est fantastique. C'est encore une de pouvoir lumière partager verte. tout cela avec quelqu'un. Il y a une lumière verte qui me dit… voilà, c'est bon, tu es toujours dans le bon chemin, même si ce n'est pas évident tous les jours pour arriver jusque-là. Mais tout ce que j'ai passé, parce que ça n'a pas été évident, je suis parti au Nicaragua au moment où c'était très difficile là-bas, donc des moments oui, donc vous attendiez finalement à revenir en France et à revenir juste avec cet héritage et cette peinture. Et puis là, il y a la cerise sur le gâteau supplémentaire. Alors, je n'étais pas du tout préparé, puis je n'étais pas du tout dans le move. Je me disais en tête, non, ce n'est pas le moment. Vous savez, quand on revient, qu'on recommence encore, puis quand on a 30 ans, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça va, mais quand on a 56 ans, 57 ans, qu'on a les gamines et tout ça, on se dit, bon, c'est là où on voit qu'on n'est pas si vieux que ça et qu'on a encore beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que de sortir d'une zone de confort pour repartir et recommencer, pas à zéro, parce que c'est pas à zéro. On ne recommence pas à zéro. On reconstruit quelque chose. Voilà, et puis je reviens riche de plein de choses. Si le temps que j'avais passé là-bas, ça aurait été du temps un peu, comme ça m'est déjà arrivé dans ma vie, un peu vide, un peu superficiel ou trop superficiel. Et là, on ne prend pas vraiment de bagages. Là, bon, le superficiel, il faut qu'il y en ait. On a 20 ans, on fait les combes, et là, on danse le Mia, comme on dit, et ça va, c'est cool, c'est bien. On frime, on fait un peu les combes, mais il faut que ça dure un certain temps. Après, il faut quand même, voilà, il faut son expérience. Ça fait partie de l'expérience, mais il ne faut pas que ça. Donc, quand en plus on revient avec plein d'expériences comme ça, et qu'on re-rencontre cette personne et que l'amour est là, etc., c'est beaucoup plus fort. Parce qu'on a appris pendant 20 ans que c'était tellement difficile de trouver quelqu'un. Quand on a l'expérience amoureuse d'avant, je parle de l'expérience de la vie, de l'expérience de voir les gens, parce qu'il faut de l'empathie, et tout ça amène à ce que quand on retrouve ça, eh ben, on se dise waouh, là, je vais faire attention, je vais chérir ça. Il faut, bien sûr qu'on fait encore des conneries qu'on défend. Des conneries sont dans les petits détails.
La vie, c'est un peu comme ma peinture, ça me reviens toujours à ça, mais c'est vrai que les détails, ça change tout. C'est-à-dire qu'avec les détails, on construit ou on détruit l'amour. Je veux dire, tous les jours, c'est pas les grandes choses. Oui, bon, c'est vrai qu'un gros truc peut tout détruire d'un coup, mais en général, c'est souvent comme ça, c'est les petits détails de tous les jours qui font que où l'amour monte, la petite rose, je dis c'est un stéréotype, Oui, oui, bien sûr. ou l'indifférence, ou ne pas faire ça, etc., ça détruit rapidement une relation. Alors, c'est vrai que dans vos peintures, il y a énormément de petits détails. Et moi, j'adore. Alors, je vous l'avais dit il y a quelque temps de ça sur Facebook, que quand on regarde vos tableaux, c'est comme s'il y avait plein d'histoires que vous racontiez. Et puis, on peut le regarder des heures, y revenir et se raconter une histoire différente à chaque fois qu'on regarde. Alors, bien entendu, je mettrai des liens dans l'épisode pour que les gens puissent aller découvrir vos toiles. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut sans cesse redécouvrir une même toile de vous et se raconter quelque chose de différent à chaque fois. Et j'adore. Voilà. Alors, comme vous êtes niçois, on va passer aux questions spéciales Nice. Alors, quel est votre plat niçois préféré? Alors, mon plat niçois préféré. Alors, je suis obligé de dire les farcis, parce que c'est ma maman, quoi. C'est mignon. Ouais. Voilà, c'est affectif. Voilà, voilà, je vois un farci. C'est la Madeleine de Proust. Je vois exactement. Et puis, de toute façon, c'est elle qui fait les meilleurs à Nice. C'est j'en suis certaine. Ce genre de choses, ça ne se discute pas. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça ne se discute pas. Voilà, c'est ce qui me rappelle. Voilà, c'est ma maman, quand je vais la voir, et j'essaye d'aller la voir le plus souvent possible, ou en tous les cas de l'appeler. Même des fois en caméra, dès que voilà, il y a les farcis qui sont dans le four et les a préparés la veille. Voilà, après il y a plein de, la culture culinaire niçoise est riche, parce que souvent on ramène à la salade niçoise et au pain magnat, c'est excellent d'ailleurs, mais il y a plein d'autres choses. Il y a énormément de choses. Voilà, il faut que je parle parce que sinon on n'aura pas de temps pour les deux autres questions. Alors, deuxième question. Si vous deviez faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, où auriez-vous envie de l'emmener en premier lieu? Le Vieux-Nice. Le Vieux-Nice. Le Vieux-Nice. Moi, j'y étais encore il n'y a pas longtemps. Là. J'ai beau. Il y a une âme particulière. Pardon? Oui. Il y a une âme particulière. Ah oui, c'est les rues étroites, les façades colorées, les petits commerçants. Et puis c'est rapproché, il y a les gens qui sont assis, voilà, on passe au milieu des tables, les gens mangent, ça parle un peu fort, c'est ce que je vous disais, la culture de la rue. Oui. Là, on la ressent. On y revient. Oui, voilà, c'est ça. Là, voilà, c'est ce que j'ai besoin, moi. Les grandes avenues, c'est beau, c'était les Champs-Élysées, c'est voilà, l'avenue Jean-Saint, c'est très joli, mais voilà. Dès qu'on rentre dans le Vieux-Nice, on rentre dans la culture niçoise. Et on est vraiment, là, d'un coup, pour le coup, je me sens vraiment protégé et à l'abri, quoi, et bien. Alors, dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontre, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, une rencontre du passé, du présent, un personnage fictif, avec qui aimeriez-vous passer un moment privilégié, un dîner? Bon, alors, ça a été compliqué. Oui, alors, dites, c'est vraiment la réponse du jour J. Voilà, aujourd'hui, parce que vous me direz, parce qu'il y en a tellement de gens qu'on aurait aimé rencontrer ou qu'on aimerait rencontrer. Voilà. Écoutez, moi, je vais prendre quelque chose qui me ramène un peu à mon enfance et en même temps qui me ramène un petit peu à la réalité de tous les jours. J'aimerais beaucoup rencontrer Robin des Bois. Ah, c'est joli. J'adore. Et parce que franchement, c'est quand même un sacré bonhomme, ce Robin des Bois. Voilà. J'ai revu le film
il y a très, très peu de temps. Ben Voilà, voilà. et j'ai pris un plaisir fou à le regarder encore une fois. Voilà, après, il y a le Walt Ça fait... Disney, il y a les films avec Kevin Costner, il y a tout ça. Moi, je veux dire, voilà, le Robin des Bois, On s'en lasse pas, hein. on ne peut pas s'en lasser. Puis on a tous besoin d'un Robin des Bois. On a tous besoin à un moment donné de se sentir Robin des Bois, même si Oui, c'est c'est ça. assez difficile. Et puis voilà, quoi. Pour moi, ça a été un peu un modèle Oui. de vie, bien que ça serait prétentieux de ma part, mais ça a toujours été quelque chose qui est resté au fond de moi, un peu le côté Robin des Bois que j'ai pas eu. C'est-à-dire, je me prends pas du tout pour Robin des Bois, mais c'est voilà, s'il y avait un Oui, personnage un personnage inspirant pour vous, malgré tout, qui vous a qui m'a inspiré et suivi. qui m'a toujours plu, c'était vraiment voilà Robin des Bois et son arc, et puis sa fiancée, quoi. Ben Voilà. oui. Donc c'est quand même bien. Et puis le méchant shérif. Oui, ben alors moi, c'était celui avec Russell Crowe que j'ai regardé Ouais. là. Bah oui, ça Voilà. c'est. Mais voilà, et je me suis régalée. Ah ben, Voilà, c'est difficile de ne pas se régaler avec c'est une belle histoire, et puis voilà, c'est un personnage qui, s'il avait existé, voilà, j'aurais quand même bien aimé manger autour d'une table en bois avec Oui, oui, dans la forêt. des victuailles, Hein? et puis un feu de camp parmi les voleurs et dans cette forêt, quoi. Bon voilà, quoi, c'était un petit clin d'œil. Ben non, j'aime beaucoup votre réponse. Elle est très originale et chouette. Écoutez, un grand, grand merci Jean-Marc Alvé d'être venu à Podcast Rencontre. Je mettrai en lien dans l'épisode écoutez, vos références pour aller voir votre site, vos expos. Il y a un film qui a été, on n'a pas eu le temps de parler, mais il y a tellement de choses. Il y a un film qui a été fait sur vous également. Voilà, donc on mettra pas mal de choses pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ont envie de vous découvrir. Encore un grand, grand merci. À très bientôt, Jean-Marc Alvé. Merci à tous. Ben, merci à vous. Merci à vous. C'était un beau moment, et c'est dommage que ça se termine maintenant parce que c'est Mais vraiment on en refera un, qui sait. avec grand On aura plaisir. certainement des choses à raconter voilà, Avec grand dans un autre plaisir. épisode. Je vous remercie, Cécile, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire encore. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!